Bonjour, bonsoir, Christelle Kedi. Je suis ravie de vous retrouver pour la seconde édition du Salon de l'entrepreneuriat afro-caribéen de Lausanne. Fire, 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 fire. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous parler de l'esthétisme noir ou afro-descendant, puisque c'est un sujet qui est au cœur de la thématique de cette année 2021. J'espère que le confinement ou le déconfinement se déroule bien, où que vous vous trouviez. Moi, en ce moment, je suis plutôt en région parisienne et effectivement, je trouve que c'est un peu mieux quand même que l'année dernière. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous introduire à une certaine manière de voir les choses, à un certain paradigme, et un paradigme qui, en fait, va nous servir à nous appuyer sur peut-être des alternatives futures, sur un avenir proche, un avenir peut-être de cosmétiques un peu plus en accord avec ce que nos ancêtres auraient souhaité que nous fassions. Puisqu'en ce moment, nous sommes beaucoup plus dans la mimique et la copie du produit de masse sans pour autant peut-être le lier directement à nos cultures. Alors, qu'est-ce que nous appelons l'esthétique noire? Moi, je préfère le terme d'esthétique africaine, puisqu'il y a des Noirs en Asie et ils ne sont pas tous africains. Et le terme africain, je pense, est un terme que l'on peut se réapproprier, c'est un terme qu'il faut posséder. Bon, après, effectivement, l'étymologie de ce mot, me direz-vous, n'est pas africaine, mais pour le moment, c'est le terme qu'on a décidé d'utiliser en attendant de trouver des équivalences dans les langues africaines que les gens, j'espère, accepteront un jour de tous apprendre pour tous nous unir, redevenir comme nos ancêtres, polyglottes. Alors, j'aimerais parler de 3 points essentiels. Dans un premier temps, déjà contextualiser la question de l'esthétique dans un contexte africain, dans un paradigme africain, c'est-à-dire vu dans la mesure du possible du point de vue de nos aïeux, de nos ancêtres africains, pour ceux qui ont des aïeux ou des ancêtres africains. Alors, je vais parler de 3 points principaux. Donc, la dimension déjà holistique. Donc, c'est une dimension que je développe à travers un certain nombre de mes ouvrages, et particulièrement que j'ai choisi de développer donc dans celui-ci, qui est mon premier essai, Beautifying the Body in Ancient Africa and Today, et avec des atouts un peu plus pratiques dans celui-là, 99 questions sur la beauté africaine. Alors, pourquoi je parle d'une approche holistique? Qu'est-ce qu'une approche holistique? Alors, holistique, c'est un terme en anglais qui signifie donc quelque chose qui se rapprocherait d'une forme de sainteté, mais en même temps d'une unité. Donc, ça relève un petit peu de la spiritualité. Donc, holistique, c'est le côté, on va dire, alignement entre le corps, l'esprit et l'âme. Donc, ce serait parler d'une esthétique qui permettrait d'optimiser son corps, d'optimiser l'usage de son esprit et d'optimiser finalement la compréhension et l'usage aussi de son âme, puisque les Africains anciens croyaient à l'existence des âmes, hein, pour tout être humain. Donc, lorsque l'on parle d'esthétique holistique, on parle effectivement non pas de se rendre beau pour se rendre beau, mais de se rendre beau de manière à transformer, mais à rendre beau également l'esprit, et de manière aussi à transcender et à arriver jusqu'à la beauté de l'âme. Voilà, ou inversement, c'est-à-dire faire transparaître ce qui émane de l'âme au travers de l'esprit qui va arriver à une forme physique. Donc l'esthétique africaine, elle est holistique, donc elle ne peut pas être superficielle. Donc ça, je reviendrai un petit peu là-dessus lorsque je prendrai l'exemple du cas capillaire. Ensuite, la deuxième chose, un deuxième point que je tenais également à mettre en exergue, c'est le fait que cette esthétique est également historique, c'est-à-dire qu'il est possible de la tracer. Il y a des choses qui nous sont parvenues en 2021 qui sont toujours pratiquées
sur le continent africain ou par les afrodescendants à travers le monde, sans pour autant que ces personnes ne fassent le lien avec ces pratiques holistiques. Un exemple très concret que je développerai un peu plus par la suite, celui de s'appliquer donc de l'huile ou de la crème juste après avoir pris un bain ou une douche. Tous les Africains, en tout cas tous les Noirs du monde le font. Certains savent pourquoi, d'autres ne savent pas pourquoi. Alors beaucoup diront c'est pour éviter que la peau ne tire. Mais lorsque vous lavez ou que vous vivez dans un climat chaud, généralement vous ne vous lavez pas avec de l'eau calcaire. Donc c'est rare que votre peau tire. Donc il y a autre chose derrière, forcément. Et enfin, troisième point, c'est une esthétique de l'habitude ou de l'habitus, pour reprendre le terme des sociologues. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait, c'est disciplinaire, c'est discipline, tous les jours, toutes les heures, c'est fixe. C'est pas quelque chose que l'on fait de manière, on va dire, improvisée. Donc, 3 points fondamentaux. Donc, j'insiste un peu plus sur les autres dans mes ouvrages pour ceux qui souhaiteraient approfondir la question. Donc, il s'agit d'une esthétique holistique, il s'agit d'une esthétique qui est habituelle et il s'agit d'une esthétique historique. Donc, c'est traçable, c'est vérifiable. C'est pas parler pour parler, c'est quelque chose qui est concret, tangible. Alors, je vais revenir également sur l'aspect holistique. C'est celui que j'ai choisi de développer en priorité aujourd'hui. Si j'ai le temps d'examiner les autres, ce sera tant mieux. Sinon, ce sera lors d'une prochaine conférence ou pour ceux que ça intéresse, lors donc des podcasts et des vidéos que je fais sur ma plateforme Femmes Noires Sensuelles, patreon.com/Femmes Noires Sensuelles. Donc c'est une plateforme qui parle de la beauté, du bien-être et du mieux-être holistique africain. Je laisserai les coordonnées un peu plus bas. Pour les questions, vous pourrez les déposer juste en dessous de la vidéo et j'y répondrai dans la mesure du possible. Alors, trois autres aspects que je souhaitais également mettre en avant. Donc, en résumé, la toute première partie, c'est l'histoire, l'habitude et la partie holistique. Et ensuite, entrer un petit peu plus en profondeur dans la partie holistique. Alors, qu'est-ce que les Africains considéraient comme holistique? Alors, déjà, le rapport à la nature, qui était fondamental. Donc, à partir du moment où il y avait un rapport à la nature, c'était compliqué pour eux de concevoir automatiquement une utilisation abusive de cette nature en vue, par exemple, d'industrialiser l'industrie de la beauté ou d'industrialiser les pratiques de beauté. Donc ça, c'est quelque chose auquel nous devrions réfléchir à chaque fois que nous avons des demandes du type « il faut que ce soit disponible parce que nous sommes dans un monde moderne ». La modernité, ça ne veut pas dire suivre les autres. La modernité des autres, ça ne veut pas dire qu'elle est universelle. Notre modernité, elle correspond à notre écosystème. Et notre écosystème, s'il nous est parvenu intact ou quasi intact jusqu'à l'avènement du 19e siècle, jusqu'à l'avènement de l'industrialisation importée par la colonisation, alors effectivement, il y a des questions à se poser. Parce que si l'Afrique est là depuis des milliers d'années, inchangée, et qu'elle a changé au cours des 200 dernières années, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on va sur le bon chemin? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous permettre de laisser un héritage aux générations futures? Ça, c'est une question, c'est un ensemble de questions auxquelles nous devrions réfléchir. Donc, le rapport à la nature est très important, c'est même le plus important. Ensuite, le rapport à l'identité. Et oui, effectivement, lorsqu'on parle d'identité, on parle, et je le défends dans cet essai avec beaucoup plus de rigueur, il s'agit pour les Africains de placer leur esthétique au cœur de leur système d'identification des individus. Donc nous n'avions pas de passeport biométrique ou de carte d'identité, mais nous avions notre corps qui faisait office de carte d'identité, de passeport biométrique, de permis de conduire, etc. Donc chaque personne était unique dans sa manière d'exprimer ou sa manière d'avoir
exprimer sur sa peau ou sur ses cheveux ou sur ses ongles ou sur les couleurs portées, d'exprimer par exemple l'histoire de sa vie. Donc un exemple typique, l'édite scarification, ou ce que moi je préfère comme traduction qui est beaucoup plus juste, qui serait les sculptures sur la peau, qui en fait étaient l'écriture de la vie d'une femme littéralement sur son corps. Donc c'était infalsifiable et on ne pouvait pas modifier son âge. On ne pouvait pas modifier les événements de sa vie. On ne pouvait pas la confondre avec une femme issue d'une autre culture. Donc l'identité, elle est liée à la notion d'esthétique noire et d'esthétique particulièrement noire africain. Enfin, je vais m'arrêter là pour cette introduction. Le genre, la notion de genre était extrêmement importante, aussi importante que le rapport à la nature et le rapport à l'identité. Donc, les pratiques esthétiques africaines anciennes étaient exclusivement genrées. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus flou, puisqu'aujourd'hui, on voit des hommes qui commencent à prendre des habitudes de femmes, notamment le fait de mettre des couleurs sur les ongles. Par exemple, dans la culture africaine, dans les cultures africaines, c'était quelque chose quand même de relativement, on va dire, rare. Personnellement, j'ai vu très peu d'exemples par rapport aux cultures que j'ai pu investiguer. Hein. La couleur, elle était, par exemple, quasi exclusivement associée à la femme, puisque c'était des sociétés qui étaient, pour la plupart, et là je parle d'il y a plusieurs milliers d'années, hein, donc je ne parle pas des reliquats que nous avons aujourd'hui sur le continent africain. Hein. Le fait d'aller se marier dans le village de sa femme, c'est pas du matriarcat, ça s'appelle de la matrilocalité. Hein. Faire attention. Et le fait de porter le nom de sa mère, c'est de la matrilinéarité, c'est pas du matriarcat. Le matriarcat, c'était à l'époque où toute la société était centrée autour de la figure de la mère. Ce n'est plus le cas nulle part en Afrique aujourd'hui, même dans les sociétés qui pratiquent encore la polyandrie. Donc il faut faire très attention, je ferme la parenthèse ici. Mais la notion de genre, euh, c'est un exemple que je cite très souvent. Vous prenez le rappeur Lil Wayne, qui est tatoué de la tête aux pieds. Bon, dans ces cultures d'origine africaine, ça signifie qu'il est une femme. Donc, est-ce que les personnes qui lui ont pas fait ces tatouages n'étaient pas au courant que quelque part c'était une manière de l'efféminer aux yeux du monde? Je vous laisse y réfléchir. Donc, on a vu que l'holistique africain, ça tourne autour de la nature, ça tourne autour du genre et ça tourne autour de l'identité. Donc, c'est impossible d'identifier quelqu'un ou de qualifier quelqu'un d'homme, de femme, ou de pervertir le rapport à la nature pour pouvoir développer une esthétique africaine. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes à des années-lumière, même en Afrique, des pratiques esthétiques d'il y a encore 60 ans, puisque à la veille des indépendances, les Africains, dans leur vaste majorité, étaient quand même relativement proches de la manière de voir de leurs ancêtres, même s'il y avait eu déjà des transformations assez profondes. Mais il y avait encore des personnes qui connaissaient les codes esthétiques de base dans la plupart des cultures, pas pour toutes les cultures, mais dans la plupart des cultures. Je vais passer à l'élément historique. Alors l'historicité, parce que souvent les gens du continent me contactent, m'envoient des emails et me demandent mais comment fait-on pour retracer, retrouver les éléments? Il y a beaucoup de charlatans chez nous et c'est comme partout ailleurs, hein, je vous rassure. Hein, les charlatans, c'est pas propre à l'Afrique. Charlatan, c'est pas un mot africain. Donc même si ça existe dans beaucoup de nos langues. Donc pour retracer, très simple, vous avez tout l'art, toutes les formes artistiques, toutes les formes visuelles, toutes les formes de sculpture, de peinture, d'objets. Bien sûr, vous avez les photographies coloniales, mais qui sont à considérer avec beaucoup de réserve, puisque, comme vous le savez, la photographie, c'est une mise en scène. Hein. Donc, il y a eu de la direction artistique entre-temps, et de la direction artistique avec un agenda occidental. Hein. À moins peut-être de se rapprocher de certains photographes africains, et là encore, eux-mêmes le disent, ils ont sélectionné les modèles photographiques. Donc moi, je me rapprocherai de tout ce qui concerne
la sémiologie ou alors la culture des signes. C'est déjà un premier point. Ensuite, pour ceux qui sont issus des cultures exclusivement orales, j'apprendrai à décrypter ou à me rapprocher des personnes sachant décrypter, par exemple, les récits épiques. Parce que dans les récits épiques, il y a forcément des descriptions. Et dans ces descriptions, il y a forcément des références à des pratiques esthétiques. Enfin, concernant l'histoire, il y a cet outil fantastique que l'on appelle le faisceau d'indices, qui consiste à utiliser ce qu'on a pu recueillir des témoignages, utiliser ce qu'on a pu recueillir de ce qu'on a pu voir, hein, ce qu'on a pu tâter, retrouver à partir d'objets, entre autres, et puis lire aussi, hein, rechercher ce qui a été déjà établi par des personnes avant soi. Donc que ce soit des chercheurs africains ou éventuellement des chercheurs africanistes si on n'a pas du tout accès aux chercheurs africains. Mais aujourd'hui avec Internet, si on n'a pas accès aux chercheurs africains sur le net, c'est qu'on le veut, hein. Parce qu'il suffit de regarder dans Google et il y a toujours des noms africains qui sont spécialisés dans leur culture ou dans des cultures africaines. Je vais passer donc à l'habitus, hein, donc au rapport à l'habituel, à l'habitude, donc à la pratique régulière. Alors, quel était, alors en esthétique, le cycle de régularité? Alors, il était déjà basé sur le cycle du soleil, hein, donc là, ce n'est un secret pour personne. Deuxièmement, il était basé aussi sur le rythme de vie, qui n'ont rien à voir avec les rythmes de vie aujourd'hui, même sur le continent africain, hein, puisque on ne regardait déjà pas notre calendrier sous forme de 365 jours, mais plutôt sous forme de 360 jours, ou dans certaines régions avec des semaines de 8 à 9 jours maximum. Donc la semaine de 7 jours avec un jour de repos en début de semaine chez les anglophones et en fin de semaine chez les latins, c'est quelque chose qui nous a été importé. Je ne fais même pas référence au calendrier issu des cultures de l'islam, hein, puisque ça n'a là encore rien à voir avec notre système d'origine. Donc, lorsqu'on parle de calendrier, c'était en fonction des saisons. Les saisons, c'est le soleil. Alors, en fonction de la région d'origine, hein, vous avez la saison sèche, la saison des pluies. Alors, en fonction des climats, arides, semi-arides, tropicales, subtropicales, les communautés se sont organisées donc autour tantôt de la récolte des céréales, des fruits et des légumes, tantôt littéralement en fonction du calendrier du soleil et de la lune en parallèle. Alors là encore, ce sont des éléments à considérer lorsque vous souhaitez appréhender l'esthétique africaine. Donc, il est impensable de concevoir l'esthétique africaine en disant crème de jour, crème de nuit sur le continent africain, alors que vous avez 12 heures de jour et 12 heures de nuit, par exemple. Et que peut-être que la notion de nuit ne commence pas et n'est pas vécue de la même manière que la notion de nuit en Occident, en Asie ou en Amérique du Sud. Donc ce sont des considérations aussi à avoir dans la tête. Je vais prendre un exemple concret. Queen Afua, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, a écrit un ensemble d'ouvrages autour des cycles de la femme et des cycles en particulier lunaires de la femme africaine. Vous voyez que en Occident, c'est assez compliqué de mettre en pratique ces enseignements parce qu'il faut se lever entre 4 et 6 heures du matin. Et lorsque vous vivez dans un pays froid, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas de soleil entre 4 et 6 heures du matin. Il faut attendre 8 ou 9 heures. Donc vous voyez, c'est un exemple concret. Et là, il s'agit juste de rituels d'assainissement de votre utérus. Mais c'est aussi une démarche holistique. Donc vous voyez, c'est aussi une démarche de réalignement ou d'assainissement, du moins, du corps avec son esprit et bien sûr avec son âme ou inversement, de son âme avec son esprit et son corps. Enfin, alors, une fois qu'on a donc bien mis en place, donc je rappelle, hein, au départ, on a accepté donc l'esthétique africaine, elle est holistique, elle est historique et elle est également habituelle, et que à l'intérieur de chacun de, de ces angles, il y a d'autres considérations inhérentes qui
peuvent nous donner des éléments maintenant pour appréhender et considérer l'esthétique afro. Bon, il y en a beaucoup d'autres que je développe un peu plus dans ces ouvrages. Et ici, donc, je rappelle, je donne des conseils sur comment potentiellement les mettre en pratique dans un contexte non africain ou dans un contexte africain contemporain ou citadin parce que contemporain dans le sens occidental, citadin une fois de plus dans le sens occidental, puisque les villes existaient en Afrique, mais nous n'avions pas la notion de mégalopole parce que justement, la nature et être en adéquation avec la nature nous interdisait quelque part d'avoir des villes un peu trop grandes. Parce que quand ça devient trop grand, ça empiète sur la nature, et si nous empiétons sur la nature, on va le payer, parce qu'elle va se défendre d'une manière ou d'une autre. Donc, où elle va se défendre au niveau de la qualité de l'eau, de l'excès de soleil, de la sécheresse, des mauvaises récoltes, etc. Mais on le payait d'une manière ou d'une autre. Donc aujourd'hui, on s'est complètement éloigné de ces visions ancestrales et on se plaint de voir notre continent divaguer de droite à gauche en suivant les divagations de nos anciens colonisateurs, hein, qu'ils soient arabes ou européens d'ailleurs. Donc ce sont des considérations que je vous invite à prendre en compte à chaque fois que vous posez la question de l'esthétique africaine. Alors j'avais dit que j'allais prendre des exemples un petit peu plus précis concernant par exemple la nature holistique. Je vais reprendre l'exemple du fait de s'appliquer de la crème ou des huiles sur la peau. Alors c'est un geste qui est habituel, hein, mais habituel dans le sens 24 heures, 365 jours, 12 mois par an, et qui peut être, en fonction des personnes, réalisé une fois par jour au minimum, jusqu'à 2 à 3 fois par jour, si ce n'est plus pour les nourrissons et les très jeunes enfants, notamment les enfants qui portent encore des couches culottes, qui sont encore un concept qui existait chez nous mais qui a été transformé. Mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Alors, le fait de s'appliquer de la crème. Alors, vous avez déjà, bon, le rapport évident aujourd'hui, c'est se protéger du calcaire. Mais le deuxième rapport, c'est avoir la peau qui n'est plus pâle. Ça, c'est un petit peu ce qui en ressort, hein. C'est ce qu'on a hérité de notre enfance, et particulièrement pour les générations nées après 1960. Mais dans la réalité, si on se lavait avec de l'eau douce de rivière, on n'avait pas la peau qui tiraillait. Donc ce n'est pas ça ne peut pas être l'explication complète. Euh, Après, les coups de soleil, ça dépend des produits qu'on utilise sur sa peau, du type du cosmétique. Si vous avez l'habitude d'appliquer de l'huile de coco, du beurre de karité, de l'huile de Nîmes ou de l'huile de ricin sur votre peau, les coups de soleil vont être quand même relativement rares. Je ne dis pas que les mélanodominants, c'est-à-dire les populations noires, n'ont pas de coups de soleil, mais c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce que le rapport au soleil et le temps imparti à l'exposition au soleil n'était pas le même lorsque nous étions conscients de notre paradigme et, et aujourd'hui lorsque nous méprisons notre paradigme, parce que je peux parler de mépris. Je m'adresse à des populations africaines aujourd'hui en grande partie et afrodescendantes par extension, mais il y a littéralement un mépris des pratiques issues de nos ancêtres. Moi, je regarde tout le temps sur Internet, c'est très rare que des gens qui viennent d'arriver du continent vers l'Europe se vantent des pratiques de leurs ancêtres. Ils ne boivent jamais de gingembre, ils ne veulent pas entendre parler de beurre de karité sur leur peau ou sur leurs cheveux. Ou alors ils vous disent le beurre de karité c'est pour les bébés ou ça fonctionne que pour les cheveux. Non, c'est excellent pour la peau. D'ailleurs, il y en a 4 variétés. Donc ça, ce sont aussi des petits détails qui pourraient nous servir à comprendre pourquoi on appliquait du lait de toilette aussi, enfin pas du lait de toilette, lapsus révélateur, des huiles sur notre peau. Donc il y a le rapport au massage, donc le fait de finir son bain, sa douche, euh, son nettoyage matinal ou du soir par un massage. Le massage que l'on appliquait au bébé, on le faisait aussi aux adultes. Donc ça dynamisait la circulation sanguine, ça faisait circuler aussi certaines énergies et ça activait aussi certains points
notamment certains points d'articulation qui pouvaient devenir problématiques avec l'âge, hein. Donc la prévention des rhumatismes, la prévention des courbatures par exemple. Donc il y avait le rapport au massage, l'entretien de la peau, donc là c'est purement l'entretien dans le sens la protéger littéralement, mais pas du soleil, plutôt des poussières et de la saleté. Puisque vous savez que les pores, quand on vient de se laver, ils sont ouverts, hein, les pores de la peau. Donc il faut les refermer avec de l'eau froide. Bon, on se douchait à l'eau froide. C'est pour ça que quand je vois des Africains sur le continent qui rouspètent parce qu'ils n'ont pas d'eau chaude chez eux, non, vous êtes dans un pays chaud, vous êtes censé vous laver à l'eau froide. C'est ce qu'il y a de mieux pour votre peau, hein. On se lave à l'eau froide, on referme les pores, mais si on veut vraiment les sceller, c'est un peu comme pour les cheveux, on passe un petit peu de gras dessus. Et puis, troisièmement, ça permettait aussi de protéger sa peau, le propre gras naturel de sa peau. Donc ce n'est pas juste un geste pour se battre contre le tiraillement, c'est devenu un geste contre le tiraillement de la peau avec l'avènement de l'eau calcaire dans nos pays à climat chaud. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette conférence. Je remercie les équipes du Salon de l'entrepreneuriat afro-caribéen. Je vous remercie de m'avoir accordé ces quelques instants. J'espère que cela vous a été très bénéfique. Si vous souhaitez davantage d'informations, ce livre est disponible aux éditions Aniboué pour 12 € au lieu de 15. Donc c'est 99 astuces et conseils de pratique issus de nos cultures africaines. Et si vous souhaitez une introduction plutôt historique des pratiques esthétiques africaines, donc c'est celui-là qui est chez booksofafrica.com, Beautifying the Body in Ancient Africa and Today. Je vous retrouve sinon, quant à moi, pour les abonnés sur ma plateforme www.patreon.com/femme noire sensuelle ou alors sur Instagram. Je suis également présente sur Facebook et sur TikTok. Merci.